La campagne pour la mairie de Paris prend des tournures de plus en plus complexes au fur et à mesure que s'approche le second tour, et notamment en ce qui concerne la gauche, qui se retrouve avec 2 candidats, et donc potentiellement un électorat morcelé qui est rarement synonyme de victoire finale. La faute à l'absence d'accord entre Emmanuel Grégoire, à la tête de la liste du PS et des écologistes, et Sophia Chikirou, qui elle est aux commandes de la liste de la France Insoumise et n'a pas fait le choix de se retirer. D'aucuns diraient que c'est assez raccord avec son parcours passé fait de décisions régulièrement polémiques, un parcours que je vous propose de découvrir dans cet épisode. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Évacuons d'emblée l'éléphant dans la pièce. Sophia Chikirou est avant tout connue du grand public pour ses relations avec la figure centrale des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon. Elle a été sa collaboratrice, sa conseillère, elle fait partie de ses très proches lieutenants et surtout, elle serait sa compagne depuis un certain temps déjà. C'est en tout cas ce qu'avancent plusieurs enquêtes journalistiques parues ces dernières années. La principale preuve de cette relation extra-professionnelle, pour reprendre les mots de Mediapart, lorsque le site d'investigation a révélé l'information, c'est la présence au domicile de Jean-Luc Mélenchon de Sophia Chikirou au petit matin lors d'une perquisition de la police en 2018 dans une affaire de suspicion d'irrégularité de compte de campagne dont on reparlera. Ma vie privée ne vous regarde pas, madame. Sinon, on va parler de la vôtre aussi. Cette relation que les intéressés n'ont jamais confirmée, voire ont parfois démenti vertement, elle semble connue de toutes et tous au sein du parti et expliquer le caractère quasi intouchable de la députée, si on en croit les témoignages des Insoumis passés et présents, interrogés notamment par complément d'enquête sur France 2 en 2023. Tout le monde sait dans leur gars que ne pas être gentil avec Sophia, ça provoque l'exclusion. C'est une personnalité difficilement contrôlable. Et je pense qu'il y a interdiction de la contrôler du fait de sa relation personnelle avec Jean-Luc. Honnêtement, si elle n'était pas la compagne de Jean-Luc, elle aurait dégagé rapido de beaucoup de trucs parce qu'elle prend la tête à tout le monde. Les gens l'appellent la reine-mère. Au-delà de ce statut un peu nébuleux de compagne du chef, Sophia Chikirou a su se rendre indispensable dans l'organisation LFI par son goût du coup d'éclat, de la phrase choc, de la polémique. Pourtant, il n'était pas écrit que la quadragénaire, née en 1978 en Haute-Savoie, allait devenir une figure de la gauche radicale. Sa carrière militante, elle démarre en effet au sein du Parti socialiste, qu'elle rejoint dès sa majorité à la fin des années 90. Diplômée en communication politique, elle s'intéresse un peu au journalisme, ce qui est assez ironique quand on connaît son aversion pour la profession, en écrivant notamment pour le journal régional Le Dauphiné Libéré ou dans la revue Pro-Choix de Caroline Fourest. Elle milite aussi dans l'associatif pour faire reconnaître l'identité kabyle, mais c'est bien la politique qui l'attire plus que tout. Installée à Paris, elle devient la collaboratrice parlementaire du député Michel Charza. Les militants réclament l'unité entre les 2 courants, celui majoritaire de François Mitterrand, celui minoritaire du CRS. Nous avons entamé un grand dialogue avec les forces sociales du pays, avec les forces vives, et je crois que ce dialogue a été tout à fait intéressant. Un vieux de la vieille Michel Charza, présent dans les arcanes de la machine socialiste depuis les années 60, élu à l'Assemblée depuis la vague rose de 81 et maire du 20e arrondissement de la capitale. À ses côtés, elle se frotte aux arcanes du PS et croise la route de nombreuses stars du parti, notamment Jean-Luc Mélenchon qu'elle rencontre en 2006. À l'époque, le PS se cherche un candidat pour la présidentielle à venir. 3 courants s'affrontent. Celui mené par Ségolène Royal, qui finira par l'emporter et sera la candidate du parti, celui de Dominique Strauss-Kahn, pas encore rattrapé par les affaires de mœurs, et enfin celui de Laurent Fabius, l'ancien Premier ministre de Mitterrand, qui a pris ses camarades par surprise l'année précédente lors de la très complexe campagne autour du référendum pour la Constitution européenne. Au sein du PS, une frange dissidente opposée au texte s'est rassemblée autour de Fabius. Dans ses soutiens, Mélenchon, les tenants de l'aile gauche du parti, et Michel Charza. Alors quand Fabius tente de décrocher la place de candidat à la présidentielle, Mélenchon et Charza sont de la partie, et Chikirou, désormais membre du Conseil national du PS, est aux premières loges. Fabius termine à la 3e place de la primaire, mais la jeune femme s'est taillée une nouvelle réputation, un statut qui lui permet d'être une candidate crédible pour récupérer le siège de Michel Charza à l'Assemblée nationale en 2007. Ce dernier doit en effet abandonner son poste pour limiter le cumul des mandats. Le parti, par ailleurs, souhaite avoir plus de femmes élues au Parlement. Tout semble s'aligner pour que Sophia Chikirou, soutenue par son mentor, soit la plus indiquée pour le rôle.
J'incarne peut-être ce renouvellement. J'espère en tout cas apporter cela à l'Assemblée nationale. J'ai eu l'occasion de faire mes preuves depuis 4 ans dans le 20e et j'ai presque 10 ans de politique derrière moi. Donc je ne me trouve pas trop jeune. Hélas, c'est sans compter sur les calculs inhérents aux grandes échéances électorales, car le PS a un autre enjeu en termes de représentativité. Il lui faut également plus d'élus issus de la communauté antillaise installée en métropole. Le siège de Charzat est donc finalement attribué à Georges-Paul Langevin, ancienne présidente de l'association antiraciste le MRAP. Déjà ostracisée au PS pour son soutien à Fabius, Charzat décide de se présenter malgré tout comme candidat dissident à la députation, avec Sofia Chikirou comme suppléante. La campagne vire à l'affrontement entre socialistes dans un arrondissement quasi assuré d'être emporté par la gauche. Dissension dans le 20e arrondissement de Paris à un mois des législatives. Michel Charzat parle de diktat, il estime que Georges-Paul Langevin a été parachuté. Elle n'a pas été légitimée par les militants. Je n'ai rien contre cette dame, cette militante, je n'ai rien contre elle. C'est un problème de principe. Ça relève tout simplement de la conception de la parité de Michel Charzat. La parité, pour lui, c'est un homme qui présente une femme, en l'occurrence son assistante parlementaire. Michel Charzat et Sofia Chikirou, candidats socialistes et républicains, s'engagent à faire gagner la gauche. Pour Georges-Paul Langevin, c'est le soulagement. L'avocate guadeloupéenne, investie par la direction du PS, fait quasiment jeu égal avec l'UMP et surtout, elle devance le socialiste dissident Michel Charzat qui est éliminé dès le premier tour. Charzat et Chikirou, pour la peine, sont poussés vers la sortie par le PS et cette dernière fait un choix qui lui colle encore au basque aujourd'hui. À l'époque, nous sommes fin 2007. Depuis quelques mois, Nicolas Sarkozy est président de la République. Décidé à incarner une forme de rupture dans la pratique habituelle de la politique, il veut que son gouvernement soit un mélange entre des barons de la droite, voire de la droite dure comme Christine Boutin, mais aussi des personnalités issues de la gauche, associatifs comme Fadela Amara, ou politiques comme Bernard Kouchner ou comme Jean-Marie Bockel. Maire de Mulhouse, il a été ministre sous Mitterrand et il est un des tenants de l'aile droite du Parti socialiste, avec Manuel Valls notamment, l'un de ceux qui militent pour que le PS opère une transformation libérale sur le modèle du Parti travailliste britannique sous Tony Blair. Un client parfait pour cette ouverture voulue par Sarkozy. Il accepte donc d'être nommé secrétaire d'État à la francophonie en juin 2007 et est exclu de son parti dans la foulée. Il crée son propre mouvement, la gauche moderne, associé à l'UMP de Sarkozy, et c'est dans ses rangs qu'on retrouve Sofia Chikirou. Des années plus tard, dans Libé, elle expliquera avoir été fascinée par la figure du président de la République de l'époque. Elle explique. C'est inouï ce qu'il a fait à droite. Il a cassé tous les codes conservateurs, il a tout osé. À l'époque, lorsque je militais avec le PS, dans les cafés des quartiers populaires, j'entendais « Ah, il est bien Sarko ». En fait, il a réussi à se faire aimer. Il a transgressé de nombreuses règles, mais il était de droite quand même. Le compagnonnage sarkozyste ne va pas durer très longtemps. En 2008, Chikirou est sur les rangs pour figurer sur les listes de l'UMP au municipal à Paris, dans le 20e arrondissement, comme toujours. Elle est en discussion avec le candidat local, Jean-Claude Beaujour, pour une place en haut de l'affiche. Finalement, ça ne se fera pas, et Chikirou ne tarde pas à quitter le navire de la gauche moderne pour rejoindre Jean-Luc Mélenchon, désormais en rupture totale avec le PS lui aussi, et déterminé à monter son propre parti, le Parti de gauche. Jean-Luc Mélenchon compte présenter des listes aux élections européennes du mois de juin et propose une alliance aux autres partis à la gauche du PS. Nous sommes tous des socialistes, nous sommes tous des communistes, nous sommes tous des écologistes, des trotskistes et même des libertaires, à notre manière. On est assez loin de l'ouverture centriste bon teint de la gauche moderne. C'est même la logique totalement inverse. Mélenchon entend mettre un coup d'arrêt aux tentations libérales au sein du PS et le contraindre à l'alliance avec les courants de la gauche radicale. Chikirou, de son côté, ne prend pas de fonction officielle au sein du parti naissant. Elle est brièvement l'assistante parlementaire de Mélenchon, elle est présente dans les conseils nationaux, dans les réunions, mais elle n'est pas au premier plan, ni sur les tribunes des meetings, ni lors des campagnes. Elle devient une conseillère de l'ombre chargée de ce qu'elle sait faire de mieux, la communication. En 2011, elle est l'attachée de presse officielle de Jean-Luc Mélenchon en vue de sa première candidature à l'élection présidentielle l'année suivante. Sa présence, la rumeur persistante de sa relation intime avec le candidat et surtout son parcours politique sinueux font grincer quelques dents en interne. À France Info, des années plus tard, une militante de l'époque explique. La première fois qu'on a vu son nom apparaître sur un communiqué de presse, il y a eu une bronca. Les militants disaient « ce n'est pas possible, les journalistes vont faire des recherches et ils vont trouver d'où elle vient ». Le passage chez Bockel, ça ne passait vraiment pas. La présidentielle est malgré tout un succès pour le parti de gauche. Mélenchon se hisse à la 4e place, derrière Marine Le Pen, mais devant François Bayrou.
Une réussite dont une partie échoua à la stratégie de com très offensive du candidat, portée par Chikirou et sa société de conseil Mediascope. C'est d'ailleurs à cette activité qu'elle se consacre après la campagne présidentielle. Elle travaille pour le trader Jérôme Kerviel, puis retrouve Mélenchon en Équateur pour une campagne du gouvernement contre le pétrolier américain Chevron, accusé d'être un pollueur. Elle amorce peu à peu son retour à la politique. En 2016, elle est envoyée tour à tour aux États-Unis et en Espagne pour observer de l'intérieur les campagnes électorales de Bernie Sanders et du parti Podemos, afin de nourrir la future candidature de Mélenchon à la présidentielle de 2017. Des séjours payés, selon Le Monde, par l'enveloppe parlementaire de Mélenchon, alors député européen, et par son association politique à gauche. L'un des virements adressés à Chikirou directement avait pour but la rédaction d'un livre sur la campagne de Sanders. Le projet ne verra jamais le jour. Peu importe, elle est de retour comme directrice de la communication de la campagne de Mélenchon et de son nouveau mouvement, la France Insoumise. Elle fait feu de tout bois pour installer le candidat comme un concurrent crédible pour le second tour, notamment en investissant massivement le numérique, YouTube en tête, ou en proposant des initiatives qui vont marquer la campagne, comme les meetings simultanés dans plusieurs villes à la fois, rendus possibles grâce à un système d'hologramme qui a pas mal fait causer les observateurs. Le second tour, Mélenchon va le frôler d'assez peu, puisqu'il termine certes 4e une nouvelle fois, mais n'est qu'à quelques centaines de milliers de voix de Marine Le Pen, qualifiée, elle, pour affronter Macron. Si elle n'a pas été au premier plan dans cette campagne, Chikirou s'illustre juste après en animant une table ronde aux universités d'été de la France Insoumise en août 2017. Son thème, faut-il dégager les médias ? Une discussion très critique sur le système médiatique, où elle fait preuve à la fois d'une certaine détestation pour la profession, mais où elle laisse aussi planer l'idée que, le système étant défaillant, il faut s'y substituer et proposer des alternatives au paysage médiatique actuel. On va ramener cette question du dégagisme aux médias, et plus exactement au système médiatique. En réalité, elle a précisément un projet en tête, un projet qui s'appelle le Média. Nous sommes le 15 janvier 2018, le 20h s'est échappé de la télé. Vous regardez le tout premier journal du Média. Bonsoir à tous. Avec le réalisateur Henri Poulain et le très médiatique psychanalyste Gérard Miller, ancien compagnon de télé et de radio de Laurent Ruquier et soutien affiché de la France Insoumise, elle met ce projet en marche dès la fin du mois de septembre 2017. Monté grâce à une campagne de financement participatif, le site et sa web TV voient le jour début 2018. Et rapidement, des tensions apparaissent. La rédactrice en chef est remerciée au bout de quelques semaines. Elle dénonce un management brutal, bien loin des ambitions affichées, et cible notamment Sophia Chikirou, dont les méthodes commenceraient à créer des tensions en interne. Des tensions qu'on peut percevoir lors d'une émission en live en juin 2018, où la directrice du média vient faire un état des lieux des finances fragiles de l'entreprise, et où on sent poindre la discorde entre elle et les autres cofondateurs, Gérard Miller notamment. Lors de la consultation qu'on a faite, le premier point a donc été la situation financière du média. Peut-être qu'il y avait des inquiétudes, je ne sais pas, c'est peut-être à cause de toi d'ailleurs qu'il y avait des inquiétudes. Tu as fait quelques déclarations dans la presse. Non, j'ai dit ce qui me semble, tu vas me dire si c'est exact, j'ai dit que c'était formidable d'avoir réuni le plus gros crowdfunding de l'histoire française et peut-être même certains disent européenne. J'ai dit aussi que c'est formidable d'avoir près de 20 000 sociaux et qu'en même temps nous étions toujours sur le fil du rasoir, me semble-t-il. Un mois plus tard, c'est la rupture. Sophia Chikirou annonce qu'elle quitte ses fonctions. Officiellement, elle le fait pour se consacrer à la plateforme de la France Insoumise pour les élections européennes de 2019. En réalité, comme l'expliquent des enquêtes parues dans Le Figaro et dans Mediapart, ce départ est dû à sa gestion de plus en plus contestée du média. Les salariés, ulcérés par l'autoritarisme de leur patronne, étaient sur le point de publier une lettre collective la dénonçant, dans laquelle ils faisaient planer une menace de grève s'ils n'étaient pas entendus. Chikirou devance le scandale en claquant la porte, mais l'incendie n'est pas éteint, d'autant que les ennuis ne sont pas terminés non plus. La République, c'est moi! C'est moi qui suis parlementaire! Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte! En octobre 2018, à la France Insoumise, c'est le branle-bas de combat. La justice procède à des perquisitions dont les images sont devenues bien connues depuis, dans les locaux du parti, mais également au domicile de plusieurs de ses cadres dirigeants, dont Jean-Luc Mélenchon. C'est dans ce cadre que l'information selon laquelle Sophia Chikirou entretiendrait une relation intime avec le leader du parti sort pour la première fois dans la presse. Mais ça n'est qu'un détail d'une procédure bien plus sérieuse, car la communicante est au cœur d'une des deux affaires qui visent LFI et qui concernent les comptes de campagne du candidat à la présidentielle en 2019.
2017. Précisément, la justice suspecte des potentielles surfacturations de prestations de com dont le bénéficiaire ne serait autre que Mediascope, la société de Sofia Chikirou, qui était à la fois la prestataire et la commanditaire en tant que directrice de la communication de la campagne. Un conflit d'intérêts, donc, est plutôt lucratif puisque les sommes évoquées dépassent le million d'euros. Ce qui intéresse la justice, c'est la réalité des prestations facturées, potentiellement abusives. Un rapport d'experts mentionne plusieurs lignes suspectes dans les comptes de cette campagne, par exemple des discours dont la mise en ligne sur SoundCloud est facturée 250 € l'unité. Entendue par les juges, Sofia Chikirou se défend de toute malversation et plaide sa cause sur BFM TV. Je veux dire les choses clairement. Premièrement, il n'y a pas eu de surfacturation. Deuxièmement, Mediascope n'a pas surfacturé. Troisièmement, il n'y a pas eu de détournement de fonds publics. Quatrièmement, il n'y a pas d'enrichissement personnel. C'est très important, c'est posé. Si elle insiste sur l'absence d'enrichissement personnel, c'est aussi parce que les éléments du dossier qui ont fuité dans la presse mentionnent des versements importants de plusieurs dizaines de milliers d'euros de Mediascope à sa présidente. Des dividendes, du profit donc, alors même que, toujours selon la presse, bon nombre des personnes recrutées pour assurer la communication de la campagne auraient été invitées à accepter des rémunérations plutôt faibles, bien en deçà de leurs compétences et de leurs responsabilités au nom de la juste cause défendue par le parti. En termes d'image, le décalage fait plutôt désordre. Et ça n'est pas fini. Dans la foulée de cette affaire Mediascope, les problèmes de Sofia Chikirou avec ses anciens camarades du média prennent une tournure judiciaire. Fin octobre 2018, dans Mediapart toujours, on apprend que 2 plaintes ont été déposées par la direction de la Web TV pour vol. Des plaintes contre X, mais dont la cible réelle n'est autre que Sofia Chikirou. Ses ex-collègues lui reprochent d'être venus dans les locaux de l'entreprise durant les vacances d'été alors que les lieux étaient vides et d'y avoir subtilisé non seulement du matériel informatique, mais aussi et surtout des chèques, dont un pour un montant de plus de 67 000 € libellés au nom de Mediascope. Libé de son côté révèle qu'à la même époque, des tentatives de virement pour une somme identique avaient été bloquées par la direction du média, qui avait alors adressé à son ex-présidente une mise en demeure dans laquelle elle la menaçait de porter l'affaire en justice. C'est donc ce qui arrive quelques mois plus tard. Chikirou, elle, dénonce des accusations ridicules et se défend encore une fois de tout acte délictueux. Ces ennuis ne freinent pas son ascension au sein de la France insoumise. Elle dirige la communication du parti pour les européennes de 2019, puis petit à petit revient au premier plan et commence à briguer elle-même des postes. D'abord au Conseil régional d'Île-de-France en 2021, puis surtout à l'Assemblée nationale. 15 ans après s'être vue refuser l'investiture pour le Parlement, la voilà désormais en lice en 2022 pour une place dans le groupe Insoumis. Place qu'elle obtient, elle est élue députée dès le premier tour. Les polémiques ne s'éteignent pas pour autant, bien au contraire, car à l'Assemblée, la députée se distingue par son ton archi-offensif, mais aussi par quelques attitudes qui froissent durement en interne, notamment lors de l'affaire Quatennens. Alors vous vous souvenez peut-être de cet épisode qui a créé pas mal d'émoi dans les rangs de la gauche. Adrien Quatennens, c'est l'un des bras droits de Mélenchon, l'un des élus les plus actifs et les plus médiatiques de la France insoumise à l'époque. Et il est accusé par son épouse de violence conjugale en septembre 2022. Une procédure judiciaire s'ensuit. Il est condamné en décembre à 4 mois de prison avec sursis. Très investi dans la question des violences sexistes et sexuelles, le groupe de la France Insoumise décide de son exclusion pour 4 mois. En avril 2023, il fait son retour dans les rangs du parti à l'Assemblée. Je vais appeler le dernier amendement de cette série qui est présenté par M. Quatennens. Merci, Monsieur le Président. Une partie de ses collègues de LFI se lève pour l'acclamer, au premier rang desquels Sofia Chikirou, ce qui ne manquera pas de susciter là encore un certain agacement. D'autant que la députée ne se gêne pas pour distribuer, notamment sur les réseaux sociaux, des tacles appuyés à certains de ses camarades, notamment à Fabien Roussel, le premier secrétaire du Parti communiste, allié historique du parti de gauche puis de LFI dans la formation de la NUPES. Roussel, à qui elle reproche sa tiédeur sur la question des violences policières, au point de le comparer à Jacques Doriot, un ancien communiste devenu l'un des plus fervents collaborateurs de Vichy durant l'occupation nazie. Et ça n'est pas fini. Toujours en 2023, l'émission Complément d'enquête de France 2, que je mentionnais plus tôt, s'intéresse à Sofia Chikirou et dresse son portrait. De nombreux élus LFI témoignent, sous couvert d'anonymat, de son autoritarisme brutal et de ses dérapages réguliers. D'anciens salariés du média font de même. On découvre notamment un texto dans lequel elle qualifie des journalistes de la Web TV de, je cite, « tafiole de merde ».
du second degré, assurent ceux qui la défendent, qui sont encore suffisamment nombreux pour qu'elle parvienne à conserver sa place à l'Assemblée nationale lors des législatives partielles de 2024. En août de la même année, elle suscite à nouveau la polémique pour avoir partagé sur son compte Instagram un hommage à Ismaël Haniyeh, le chef de la branche politique du Hamas, tué à Téhéran, présenté comme un martyr, un combattant de la liberté palestinienne. Un hommage qui omettait au passage que la Cour pénale internationale avait émis à son sujet un mandat d'arrêt pour son rôle dans l'attaque terroriste du 7 octobre 2023, ou encore qu'il avait maintes fois fait état de son admiration pour Oussama Ben Laden, dont il avait salué les actions à la tête d'Al-Qaïda. Alors que LFI se débat régulièrement avec des accusations d'antisémitisme, notamment du fait de ses ambiguïtés à répétition sur le sujet, le relais de cet éloge par Chikirou sème une nouvelle fois le trouble. Elle s'en défendra en assurant, je cite, « Je ne soutiens pas le Hamas, ni sa branche politique élue à Gaza, dont je ne partage en rien le projet islamiste. Je ne soutiens pas davantage sa branche armée, car je dénonce et condamne ces actes terroristes visant des populations civiles, et notamment ceux du 7 octobre. » Rien ne semble pour l'instant freiner l'ascension politique de Sofia Chikirou, ni ses polémiques à répétition, ni ses affaires judiciaires qu'on citait plus tôt qui lui valent d'être mise en examen pour escroquerie aggravée et abus de biens sociaux pour l'affaire Mediascope, et d'être renvoyée devant le tribunal correctionnel pour les accusations de vol au sein du média, où elle comparaîtra en mai 2026. Malgré ses très nombreuses casseroles, elle obtient l'investiture de LFI pour concourir à l'élection municipale de 2026, et pas n'importe où, à Paris. Certainement le scrutin le plus suivi par la presse de toute la campagne, ce qui lui donne à nouveau l'occasion de dire tout le bien qu'elle pense du milieu médiatique. Virez les fascistes des médias, parce qu'on n'en peut plus des laquais des fascistes sur les plateaux télé. Vous nous dégoûtez. Vous n'êtes pas journaliste. Vous n'avez rien de journaliste, rendez la carte. Vous êtes des petits agents. C'est ce que Simone Veil appelait les nazis à petits pieds. Voilà ce qu'ils sont, des nazis à petits pieds. Les nazis au petit pied des médias, un territoire qu'elle connaît puisqu'elle n'hésite pas dans le cadre de cette campagne à aller répondre aux questions du youtubeur Alexis Poulain, ancien compagnon de route de LFI, ancien membre du média, depuis abonné à tout ce que le web comporte d'espaces complotistes et chroniqueur chez Radio Courtoisie, la vénérable chaîne de l'extrême droite la plus rance. On notera qu'elle a également fait le choix de confier à Bruno Gassio, lui aussi ancien proche du média, la tête de liste dans le 7e arrondissement, et ce alors que l'ancien auteur des Guignols de l'info est régulièrement pris en flagrant délit de copinage avec le petit milieu conspi antisémite d'Alain Soral et de Dieudonné. Une étonnante complaisance vis-à-vis de personnages qui, au nom d'une prétendue dissidence, passent un temps infini à brasser les vieilles obsessions de l'ultra-droite. Dans un article de Mediapart, au sujet des relations plus que douteuses qu'entretient Chikirou, un ancien membre d'LFI explique que, je cite, « c'est difficile de la situer politiquement ». Disons pour compléter que ni son parcours ni ses actions les plus récentes ne rendent l'exercice plus simple. Merci à Paul Berthiaud qui a réalisé cet épisode de Programme B, un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler, et à très vite pour un nouvel épisode.